Bon, bienvenue et merci d'être présent ici ce soir. Cette présentation, il ne faut pas la voir comme si j'étais moi seul, solo ici. Derrière moi, il y a mon professeur de sociologie de la Grégorienne, donc université jésuite à Rome, qui m'a formé. Et également tout un programme de pastoral familial, donc qui a été un parcours que j'ai effectué pendant 1 an. Donc ces recherches que vous verrez, ces statistiques, ces études, prennent en compte un très large panel mondial, on pourrait dire, de recherche. Donc ce soir, je vous propose une triple présentation. Une présentation déjà des nombres, des chiffres qui vont nous donner un peu la puce à l'oreille pour comprendre quelle est l'évolution en cours. Le deuxième point, ça sera bien sûr l'impact sur les familles. Sur vos familles, sur nos familles, sur les familles avec lesquelles vous êtes en train de travailler. Le troisième point, eh bien, c'est aussi pour vous donner des clés un peu de lecture, des clés d'action. C'est un outil pédagogique que j'aimerais vous présenter ce soir. Alors les chiffres, ils sont impressionnants. C'est 150% de croissance en 10 ans en termes de chiffre d'affaires. Donc par rapport à 2020, donc on était à 159 milliards de dollars de chiffre d'affaires des jeux vidéo dans le monde. En 2023, il prévoit déjà 200 milliards. Donc ça veut dire que c'est exponentiel. Rien que pour faire une comparaison, le marché du disque dans le monde, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires. Donc vous voyez qu'on explose les chiffres. Ça, c'est des statistiques que j'ai prises sur un site qui s'appelle Newzoo. Et qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que 2,7 milliards de personnes dans le monde jouent aux jeux vidéo. C'est presque la moitié de la population mondiale. On a les États-Unis en tête en termes de proportion, les Chinois ensuite, et bien sûr les Japonais, comme vous le connaissez. Ce pays très fan de jeux vidéo. Quand on parle de jeux vidéo, alors pourquoi est-ce que vous pensez plutôt à ça et non pas à ça? Il faut se poser la question. Qu'est-ce que renvoie l'imaginaire du jeu vidéo pour nous? Alors on va faire un petit peu d'histoire. Très rapidement, 3 étapes de ce marché des jeux vidéo. Alors vous aurez sûrement connu dans les années 70, c'était les jeux d'arcade. Vous vous rappelez ces fameuses salles où on jouait avec les 2 mains ou alors avec les petites manettes, le joystick. Donc ça, c'était avant l'arrivée des consoles personnelles. Il y a eu l'Atari en premier, ensuite on a eu Sega, Nintendo et Sony. Et donc ça a duré jusqu'aux années 2000. Ensuite, on a un saut de qualité. Et on va passer jusqu'à 2010. Il y a un premier développement des jeux en ligne. Vous vous rappellerez souvent les ordinateurs. En fait, on commence à être en ligne. Et on a des téléphones portables qui apparaissent. Et surtout, il y a une nouvelle génération de consoles. On passe à quelque chose qui est, on va dire, qui commence à devenir une activité vraiment, entre guillemets, antisociale. On commence à s'enfoncer dans les jeux vidéo. Et ça, c'est les nouvelles consoles du type Wii, la DS, la PS2, la PS3, la Xbox, pour ceux qui connaissent. On a la 3e étape, là, c'est vraiment notre période. Donc nous, on n'est pas habitués. Moi, je suis de la génération des années 80, donc moi, je suis déjà dépassé. On a l'émergence maintenant des e-sports, et donc c'est des plateformes internationales. C'est des championnats du monde H24 en ligne. Et ça, il faut le mettre tout de suite, et je vous montre tout de suite, je vous pointe du doigt pourquoi on en est arrivé là. Regardez, ceux qui ont créé ces plateformes, ce sont les industries qui font autre chose que du jeu vidéo. Et donc, il y a Game Pass pour Microsoft, Stadia pour Google, Game Studio pour Amazon, Arcade pour Apple et PlayStation Now pour Sony. C'est des plateformes en ligne qui fonctionnent 24/24 avec leurs propres règles et leurs propres championnats du monde, leurs propres champions. Alors, ce titre de Marsha Kinder nous fait comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est pas dramatique, mais il faut le comprendre. L'intertextualité transmédiatique de la culture contemporaine des enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que cet auteur veut dire par là? Alors, déjà, il rappelle qu'on a entre 1/3 et 2/5 des gamers qui sont des adultes. Donc, la question du jeu vidéo, c'est pas quelque chose de l'enfance. Ça, il faut qu'on soit clair. Et donc, pourquoi un tel chiffre? En fait, on parle pas seulement des jeux vidéo, mais des empires digitaux. Et qu'est-ce qu'ils font, ces empires digitaux? Ils créent une culture.
C'est subtil, mais ils créent une nouvelle culture et ils vendent de la culture de façon nouvelle et de façon même déconcertante. Pourquoi? Parce que transmédiatique, ça veut dire qu'on passe, par exemple, du t-shirt Mario au jeu pour enfants Mario, à le dessin animé Mario, le livre Mario et le jeu vidéo Mario. C'est culturel, c'est un ensemble. Donc ça veut dire que c'est pas, on peut plus le circoncire à un seul élément. Alors on est passé donc, et ça c'est historique, on était dans les années 60, 70, 80, c'est quoi l'objectif pour les gens? C'était le divertissement. On cherchait à avoir du temps libre, les premiers congés payés, les vacances. Mais maintenant, on est passé à un autre type de société. Aujourd'hui, la société, les jeunes, ils veulent plus partir en vacances. Ils veulent du numérico-ludique. C'est-à-dire, ils veulent avoir le temps possible pour pouvoir passer un maximum d'heures devant leurs écrans pour être parce qu'ils sont en compétition mondialement ou parce qu'ils sont avec des amis. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Un contenu qui est accessible n'importe quand, n'importe où et sans régulation possible de ce marché. Et donc, on l'appellera un vortex médiatique. C'est un mot un peu... Vortex, c'est le tunnel qui s'accélère, vous voyez. Et c'est non seulement ça a créé un nouveau langage digital, quand vous entendez les jeunes, ils ont créé leur propre code, mais ça a transformé aussi la société dans son ensemble et dans sa finalité. Ça transforme la société, il faut qu'on se le dise. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de secondaire. Ça a transformé vraiment nos coutumes, nos habitudes. On l'a vu beaucoup pendant la pandémie. Les jeunes, ils sont capables de rester chez eux. Hein. Y a pas de souci, mais il faut la console, sinon, à mon avis, ça exploserait. Alors, qui sont visés par l'industrie? Bien sûr, les enfants et les adolescents. Âge et sexe confondus, attention. C'est les garçons et les filles maintenant. Je vous en parlerai à la fin. Mais aussi donc les adultes. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est quel impact du coup pour nos familles? Alors on va faire un petit film.
Voilà, je vous ai fait un peu un panorama historique hein, pour voir un peu l'évolution où on arrive. Et j'ai fait mes recherches sur les jeux les plus joués et c'est des records incroyables. Et, je vais vous prendre juste Fortnite pour vous faire comprendre qu'est-ce que vivent nos jeunes, hein, parce que c'est ça qui se passe. Voilà, cet exemple c'est Fortnite. Alors, les chiffres. En mai 2020, on a 350 millions de joueurs dans le monde, d'accord? Et on a 77,8 millions d'heures de jeux par jour. Bah, ça nous dit rien comme ça, mais c'est que si on fait le calcul et le ratio, ça veut dire que ces 350 millions de joueurs, ils passent en moyenne par jour 4,5 heures, c'est-à-dire 4 heures et demie par jour sur le jeu vidéo. Ok? C'est énorme. C'est 5 heures de jeu par jour, si vous voulez. Pour les joueurs de Fortnite, juste un jeu vidéo. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Alors pourquoi un tel succès hein? Il y a une double valence, c'est tes qualités personnelles et tes qualités relationnelles. Voilà. Il y a même des concerts en ligne dans le jeu vidéo. On peut tout faire. Voilà. C'est un nouveau style de vie en fait, plutôt qu'un nouveau style de jeu. Qu'est-ce qu'il faut dire et comment ça a été rendu possible? Alors, je vais vous sortir des chiffres de l'Angleterre, qui est le premier, en Europe de consommateurs de jeux vidéo. Ok. Alors, il y a une statistique qui sort, c'est que chez les plus de 35 ans, il y a plus de connectivité Internet. On est en 2007, hein, vous voyez. Donc, il y avait 79%, et ceux de moins de 35 ans, il y avait que 64% qui étaient connectés à Internet. Donc, c'était quoi en fait? Bah, ça voulait dire que, regardez, 69% des familles avec un enfant de moins de 5 ans avaient Internet à cette époque-là. Et on avait déjà 88% des jeunes qui avaient une console entre 8 et 15 ans. Donc on est presque on est dans des hauts chiffres. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'une très grande proportion en fait, des familles est équipée maintenant. C'était il y a 15 ans, vous imaginez? Donc ça va favoriser le gaming, c'est clair. Il y a une coïncidence entre la possibilité d'aller sur Internet et la possibilité de faire du gaming. C'est corrélé. Donc, doit-on l'empêcher? Une question qui vient forcément, c'est comment se positionner? Est-ce qu'on doit l'empêcher? Alors, comme partout, il faut nuancer nos propos. Donc, il y a les aspects positifs et puis il y a les aspects négatifs. Il faut toujours les contrebalancer. Pour le professeur Greenfield, le gaming active de nombreuses capacités cognitives. Donc, la coordination, par exemple, main-œil. On a la mémoire qui travaille. On a une pensée inductive, donc on va essayer d'anticiper ce que fait l'autre. On a le processus parallèle, donc ça veut dire que quand on va reporter, par exemple, à quelqu'un ce qu'on a fait dans le jeu, donc ça va nous aider à verbaliser. Ensuite, on a solving problem, donc on résout des énigmes, des problèmes, donc on réfléchit. On a aussi une conscience spatiale qui se crée. Donc on mémorise des lieux spatiaux et on va y retourner dans le jeu, donc c'est des plateformes. Par contre, on va parler de risques graves. Et donc là, je vais vous les énumérer, mais surtout psychologiquement, on a des perturbations. On appelle ça le désordre du jeu, gaming disorder. Et donc ça va porter à des problèmes, c'est pas seulement des problèmes psychologiques, psychiques, on a des problèmes d'ordre sociaux, relationnels et au travail. On a un risque en fait que l'enfant devienne un peu hypnotisé, omnibulé et donc hanté un peu par ces jeux vidéo. Il pense à revenir à la maison donc pour faire du jeu vidéo. Les études scientifiques parlent de tous ces dérives, donc je vous les ai énumérées. L'anxiété, donc par la surexposition à ces médias. Ensuite, on a une modification du comportement qui peut être parfois violente. Pourquoi? Parce qu'ils vont imiter ce qu'ils voient. On le voit dans un cours de récréation, hein, j'imagine. On a ensuite des effets moraux et idéologiques négatifs. Certains jeux sont orientés idéologiquement. Dans l'histoire, il y a des changements de l'histoire. Il y a des idées qui passent à travers les jeux vidéo. On va promouvoir aussi des stéréotypes traditionnels et des modèles de genre négatifs. Donc ça, c'est la question de la femme, par exemple. La supériorité de l'homme sur la femme, des fois, c'est transmis dans les jeux vidéo. De façon négative, hein, je vous le dis. Ensuite, on a des contenus parfois illicites et il y a un risque de stalking, bien sûr, vous imaginez, parce qu'on est en ligne. Hein. Donc, il peut y avoir des gens avec des intentions vraiment perverses sur les jeunes enfants. On a des effets négatifs sur l'imagination.
avec des insuccès scolaires, parce que les enfants n'arrivent pas à s'en détacher. Ils y pensent tout le temps. L'épilepsie, donc qui est une surchauffe électrique du cerveau qui empêche la connexion des neurones. Donc on l'a appelé le Nintendo Elbow, parce que c'était à l'époque, c'est apparu sûrement dans les années 90. Le comportement antisocial, donc on a une destruction de la vie familiale, du cadre familial. Et enfin, une préférence pour la distance et l'anonymat. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est très emblématique. Exemple, au Japon, donc il y a Otakuzoku, donc qui est Stay at Home Tribu. Donc restez chez vous, jouez aux jeux vidéo et faites que ça, quoi. Donc là, on se coupe du monde réel, en fait. On arrive à mon deuxième point de cette présentation, le challenge pour nous, challenge éducatif. Alors, que dire d'abord? Eh bien, les jeux vidéo répondent quand même à un besoin social qui est réel, hein, il faut le dire, affectif et éducatif, fondamental même, je dirais, enfin, comme ils l'ont dit, duquel les adultes eux-mêmes ont du mal à se rendre compte. Ça, il faut qu'on en soit conscient. On n'arrive pas à se mettre à leur place parce qu'il y a 4 facteurs qui ont été transformés et qui nous indiquent qu'on doit réfléchir à ces facteurs. Le premier, c'est le temps libre, la question du temps libre dans la société. Donc, la rééducation ou la réduction, excusez-moi, du temps en temps vidéoludique est-elle inévitable? En gros, est-ce que quand les enfants ont du temps libre, est-ce que c'est inévitable qu'ils vont sur la console parce qu'ils ont enfin la récompense de leur journée? La question du temps libre, c'est comment on habite le temps? Voilà, quelles sont les activités de la famille? Qu'est-ce qu'ils proposent? Le deuxième, c'est que vraiment, dans le jeu vidéo, on a des atouts qui sont indiscutables. Ces atouts, c'est quoi? C'est une nouvelle perception, une propre perception des choses, la sensation de pouvoir de l'enfant qui est face à sa console et qui réussit, qui a des objectifs qu'il réussit. Ensuite, il y a des aspects psychologiques et affectifs qui sont vraiment développés dans le monde virtuel, qui sont pas anodins, qui sont réels. Les enfants s'attachent vraiment à leur avatar, à leur personnage virtuel. Par imitation, ils se projettent dans leur personnage. Donc, il y a un vrai aspect, il faut prendre en compte. Et donc, l'enfant peut créer des liens virtuels, donc avec des personnages ou des éléments virtuels. Il va en vivre. Certains, ils en vivent vraiment. Je ne vais pas prendre l'exemple, mais un exemple fameux, c'est un Japonais qui a décidé de se marier avec un hologramme au Japon. Voilà, qui a voulu se marier avec un hologramme virtuel. Et la loi lui a permis. Et donc, finalement, les chiffres parlent quand même. Hein. Ces chiffres, c'est pour nous, parents. Hein. 42% des parents en Angleterre sont des gamers actifs. 42%. OK? Et ça, c'est en 2002. En 2018, aux États-Unis, 35% des parents sont actifs, gamers, et 93% de leurs enfants. Voilà. C'est un peu les chiffres pour nous resituer un peu dans quel monde on vit. Alors, moi, je voulais vous parler de ça et j'ai lu un livre que certains d'entre vous connaissent peut-être de McLuhan. Ça s'appelle Les instruments de la communication. C'est un sociologue. Il s'est converti d'ailleurs à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il explique, lui? Dans les années 30, on avait une société américaine, parce que tout part de l'Amérique, vous l'aurez imaginé. Il y a un transfert, en fait, qui se passe de l'image picturale. C'est l'image des dessins animés qu'on connaît, des comics. Et donc, on passe à une image iconique, parce que la télévision apparaît dans les années 30. Donc, cette transformation, qu'est-ce que c'est, en fait? On passe des médias qui sont chauds, on les appelle les médias chauds, qui sont les médias, les arts traditionnels, qui sont la photographie, le cinéma, la radio. Et donc, on va créer un monde de dessins animés. Mais qu'est-ce qui fait ce monde de dessins animés? Ça crée des entités qui sont surchauffées. Il les appelle comme ça, lui, il les cible. Et donc, il dit, l'homme contemporain naît comme ça, en fait. Pourquoi il naît comme ça? Parce que il vit le changement social induit par un art nouveau. Mais cet art nouveau, derrière, il porte une mentalité nouvelle qui passe par quoi? Par la satire. Donc, se moquer des autres, ou se moquer d'un comportement, se moquer d'un politique. Ensuite, on a le suspense, mais sans rationalité réfléchie. Un film comme Terminator, c'est Terminator 1, c'est un film où il n'y a que du suspense. Et il n'y a presque pas d'échanges verbaux. Mais ça suffit parce qu'on est captivé par l'image, vous voyez? Et donc, on passe aussi dans l'absurde, ça vous l'aurez compris. L'absurde, ça fait partie de notre mode de rire des choses ou de notre mode de communiquer aussi en société. Et donc, les jeux vidéo, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont au final l'accélération et la continuité de ce processus. Mais par contre, maintenant, on va passer à un monde qui est irréel, virtuel. Donc, on accélère la chose encore.
Et donc, on a une nouvelle définition de l'image du jeu, et bien sûr, ça va influencer le réel. Ça va influencer notre perception du réel. Parce que, d'une certaine manière, quand un enfant joue et a des personnages favoris, bah, il le reprojette sur le réel et ça crée son quotidien. Ça le rassure peut-être, j'imagine. D'une certaine manière, ça peut le rassurer d'avoir des... C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes adultes qui retrouvent leur jeu vidéo d'enfant et qui peuvent y passer des heures parce que ça rassure. La prochaine étape, c'est, si j'arrive à passer, la famille dans tout ça. Voilà, on arrive à la famille. Bah, la famille, moi je dirais, elle doit reprendre les manettes. Je vais essayer de vous donner une approche, mais pour moi, il y a quand même une non-préparation de la famille à ce passage. Et donc, ce passage à l'image virtuelle peut créer une involution. Donc, c'est plus une évolution, c'est un retour d'évolution sur soi-même. Et ça peut dissoudre des familles. Pourquoi? Alors là, c'est quand même une critique que je fais tout de suite, mais je vais vous la justifier. Il faut prendre en considération que la famille, elle ne peut pas rester passive par rapport à ça, selon moi. Et donc, la première objectif qu'elle aurait, ça serait de dominer ce nouveau langage virtuel. Pour le dominer, c'est clair qu'il faut que tu le connaisses. Et dominer, c'est quoi? C'est pas seulement dominer les heures de jeu de l'enfant, c'est dominer le langage qui est derrière. Il faut que tu connaisses pour que tu puisses le juger. Et c'est pour ça que je vous parle de discernement et d'impartialité. Si une chose est violente, si une chose est pleine de sang, on va dire, God of War, si vous voulez, c'est un jeu, c'est extrêmement violent. Moi, j'ai vu les images. Pour un jeune garçon de 8 ans, je ne pense pas que ce soit adapté, personnellement. Bon, après, tout se discute, mais il y a beaucoup de violence dans certains jeux et il faut le reconnaître. Donc, si c'est violent, il faut le dire, quoi. Au moins qu'on le dise. Et qu'est-ce qu'elle doit faire, la famille? Elle doit domestiquer ces images. Et non pas se laisser domestiquer. Pourquoi? Parce qu'en se laissant domestiquer par les puissantes industries du jeu vidéo, bah, c'est elles qui jouent le jeu, en fait. Elles jouent le jeu des industries. Les industries, elles sont là pour que vos enfants, pour que nous passions le maximum de temps sur nos écrans, parce que ça leur rapporte de l'argent. Il y a des actionnaires derrière, donc c'est les algorithmes qui créent leur schéma. Donc nous, il faut qu'on le sache. Pas pour le rejeter en disant c'est le diable, mais pour dire c'est important qu'on ait un contrôle là-dessus, donc qu'on connaisse qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur objectif. Et donc, on est obligé de passer par une perception et de comprendre comment la famille perçoit les jeux vidéo en tant que tels. Alors, depuis 2000, le nombre de parents qui jouent avec leurs enfants est en augmentation dans les familles. Pourquoi? Eh bien, il y a différents motifs. Les parents veulent se relaxer, passer du bon temps avec leurs enfants. Vous voyez, c'est très positif. De l'autre côté, ils veulent contrôler ce à quoi ils jouent et le temps passé à jouer. Ils veulent un peu réguler. Et donc, cette perception des parents, il faut dire que c'est le facteur clé pour que l'enfant puisse jouer. Et souvent, alors, les parents qui veulent pas qu'il joue, qu'est-ce qu'ils invoquent? Ils invoquent que c'est une perte de temps. Ils disent c'est une perte de temps, ça sert à rien. C'est redondant, c'est toujours la même chose. C'est violent, ça coûte de l'argent parce que les jeux vidéo, évidemment, c'est pas donné. Et en plus, c'est très complexe. Pour eux, c'est un monde un peu inextricable. Ça dépend qui, parce que les parents qui jouent, ils connaissent mieux ce qui se passe dedans. Et donc, il y a aussi des parents qui le font par stratégie. Et là, vous voyez, là, on va commencer à rejoindre les facteurs de l'école. Eh bien, par exemple, ils veulent récompenser les efforts domestiques ou scolastiques. Donc, ils leur disent, bah voilà, tu travailles et quand tu auras fini, tu pourras jouer une demi-heure, une heure ton jeu vidéo. Donc là, c'est déjà un peu plus intelligent comme démarche. Mais certains parents, ils disent ça, mais au final, ils s'en fichent de ce qu'il fait l'enfant. C'est juste, vas-y, fais ce que tu veux après. Donc, ils ne s'intéressent pas à la vie de l'enfant avec le jeu. Certains, par contre, arrivent à exprimer de l'empathie. Et ils apprennent ce langage des mondes, des avatars. Ils arrivent à rentrer dedans et ils montrent de la compréhension. Mais que demandent au final, c'est là où je mettrai le point un peu d'intérêt, qu'est-ce qu'ils demandent ces natifs digitaux? Qu'est-ce qu'ils demandent au final à leurs parents? Ben, vous voyez, il y a quand même une possibilité d'avoir un effet positif dans le jeu vidéo sur les liens intergénérationnels. Il y a une possibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants, ils aiment bien introduire les parents aux nouvelles technologies. Ça leur plaît, parce que c'est un terrain sur lequel ils sont plus opérationnels que nous, en fait. Et donc, ça pourrait servir à créer du lien social. Mais pour ça, il faut que le couple puisse créer les moments de jeu à un moment donné dans la famille, ou à les interdire, ça dépend les moments.
La relation du père et de la mère avec l'enfant, donc ça dépend aussi de ça. S'ils ont un bon rapport, ben, ils vont peut-être pouvoir réussir. Et donc, ça va impliquer ou pas d'intégrer le jeu vidéo dans la vie familiale. Donc, soit on le refuse totalement, on le diabolise, on dit non, soit on l'intègre et donc ça devient un facteur de clé éducatif, on pourrait l'appeler éducatif. Maintenant, la famille, ça met en cause la famille, le jeu vidéo. Pourquoi? Parce que la famille, il y a les acteurs secondaires, vous savez, dans la société. Et donc, je repris cette phrase de Kampf Hammer, la famille n'est pas une fin en soi, elle n'existe pas seulement pour elle-même. Au final, qu'est-ce qu'elle fait, la famille? Pourquoi sa médiation importe à la société? Eh bien, elle a un rôle de médiation sociale. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne doit pas créer des enfants rois. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a un mythe sur lequel les parents notre génération, enfin notre société fait ça, c'est la société transparente. Il faut à tout prix défendre une étiquette sociale et la réputation familiale. Ça, c'est incrusté. Hein. Tout le monde, hein, peu importe la religion. On fait très attention à notre éthique et notre image, notre esthétique. Mais qu'est-ce que dans la famille, c'est la personne qui est l'épicentre. Dans la société, c'est pas la personne qui est au centre, c'est les intérêts. Dans la famille, c'est la personne qui est au centre du nucléo familial. Donc l'enfant, si vous voulez, l'éducation. La priorité, c'est la personne, c'est l'individuel. Et donc, c'est pas une société qui est pareille aux autres, et c'est pour ça qu'elle a un rôle primordial dans la société dans son ensemble. Et là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que l'impact des jeux vidéo pourrait perturber cet équilibre. Par exemple, ça peut empêcher la communication, si le jeu vidéo est tout le temps allumé. Ça peut créer des confrontations directes, ça crée des tensions en gros. Et donc, la famille doit éviter de créer du nid. Elle doit plutôt intégrer le jeu vidéo dans l'espace familial, vous voyez? C'est plus intelligent. Et donc, elle ne peut pas déléguer cette responsabilité numérico-ludique. Elle doit se l'approprier. Elle ne peut pas la déléguer à l'école. Bah, l'école va leur apprendre comment bien... Non. Ils doivent savoir, ils doivent être au courant. Alors, là, j'ai repris une étude de David Buckingham. C'est un gros manuel, hein, et c'est bien fait. Et il y a des aspects positifs, on en a déjà parlé, mais là, je voudrais vous dire un peu de façon plus étudiée, scientifique. Le jeu vidéo a la fonction de créer la médiation avec le réel. Ça, c'est clair, ça crée une médiation quand même avec le réel. Pourquoi? Parce qu'on reproduit le réel et on le réinsère pour le redonner d'une autre manière. Les avatars, donc c'est les personnages que vous choisissez, ont des aspects et ils développent des aspects idéaux de la personnalité des jeunes. D'accord? Et donc ça va combler les troubles liés à leur corps. Les adolescents, ils sont mal dans leur peau, vous savez, non? Et donc ils ont des inconsistances, mais en se projetant dans le personnage, ils vont réussir un peu à sortir de leur... Certains peuvent sortir de troubles psychologiques majeurs en jouant. En se donnant une vie idéale, donc ça peut aider. Et donc, le jeu vidéo pourrait potentialiser toutes les capacités cachées. Et là, on en vient, il y a quand même 4 aspects positifs du jeu, et là, je vous parle du jeu en ligne. Tout d'abord, se sentir partie d'un groupe. Donc, on se sent important, ou on se sent écouté ou mis en valeur par les autres. On peut accéder à des médias, donc c'est un monde, hein, les médias, c'est important de les connaître. Ça peut augmenter la capacité de raisonnement, la concentration, la créativité, le sens de l'orientation, on en avait déjà parlé. Et aussi, ça crée une habitude à trouver des solutions, à créer des stratégies, à se réinventer en fait. Enfin, travailler en équipe, on s'ouvre à l'autre et on s'ouvre aussi à d'autres cultures parce que c'est des mondes qui sont, je l'aurais compris, internationaux et transculturels. Rapidement, un slide sur le gender. Alors, les filles, est-ce qu'elles jouent? Alors, c'est une très importante question. Alors, dans la mentalité, je vous ai fait vraiment un résumé sur ce slide. Hein. Elles répondent, les jeunes filles, quand on leur demande, quand il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, c'est pas leur dada. C'est une option, quoi. Pour les garçons, par contre, ils sont absorbés, c'est leur truc, quoi. C'est notre truc, on n'y touche pas. Et pourquoi? Parce qu'ils prennent... Le jeu vidéo, pour le garçon, il a l'importance en soi, quoi. Pour la fille, ça sera peut-être plus, pour une fille ou une femme, ça sera quelque chose de plus social, voilà. Et le garçon, il va se construire vraiment. Pourquoi il a besoin de tester ses limites, de montrer qu'il est fort, de montrer qu'il a la possibilité de se dépasser. Et donc, pourquoi les filles, par contre, maintenant jouent de plus en plus? Ça, c'est un phénomène que vous rencontrerez dans vos écoles.
Alors, il y a une socialisation familiale dite adelphica ou amicale invertie. Ça, c'est les familles un peu élargies. Je viens de voir un peu à quoi ça correspond. Mais en gros, là, vous avez différentes personnes qui éduquent l'enfant. C'est plus juste le père et la mère. Donc, on a le beau-père, on a une amie, la copine, tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On peut pas être le père ou la mère. Donc, avec l'enfant, il faut trouver des moyens de socialiser. Et donc, le jeu vidéo en est un. Ensuite, on a un tiers masculin, c'est souvent ça, un tiers masculin qui prend la défense de la jeune fille. Elle a le droit de jouer aux jeux vidéo, personne ne va l'interdire parce qu'en gros, entre eux, ils se lancent des blagues. Quand vous étudiez leur comportement, les garçons se moquent des jeunes filles qui jouent aux jeux vidéo. Voilà, c'est un aspect de notre société. Et donc, il y a souvent un tiers masculin qui va la rassurer et lui dire non, non, fais-le parce que je te supporte. Ensuite, il y a les jeunes filles ont accès maintenant au numérique. Et enfin, il y a aussi la transgression du modèle de genre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a c'est une activité connotée masculine, donc les jeunes filles pour dire, moi aussi, je veux être forte, et je vais vous montrer aux garçons que je suis capable de le faire, donc je vais jouer aux jeux vidéo. Voilà. La violence, on va pas passer sur la violence, mais intéressant, le chiffre sur la violence quand même, pour vous qui êtes dans l'école. Alors, le débat sur la violence, je vous rappelle d'où il vient, c'est surtout aux États-Unis la télévision. Quel impact de la télévision sur les jeunes? Vous vous rappelez Columbine, hein, tout le monde se rappelle. Et il y a aussi une question marketing. Pourquoi? Parce que Nintendo et Sega étaient en concurrence. Sega crée des jeux violents pour avoir un public différent et gagner du chiffre d'affaires. Donc il y a une question derrière, plus tes jeux sont réalistes et violents, plus tu gagnes du fric en gros en tant qu'industrie. Donc on est tous concernés, hein. L'État est concerné là-dedans. Hein. C'est pas une question d'école ou de famille. Alors, des petits chiffres, hein, pour des chiffres, ça parle beaucoup plus. Sur 12 jeux vidéo les plus vendus en 2016, 8 sont des jeux de shooting. Ok? C'est 2 tiers. GTA, vous connaisserez tous, hein, j'imagine. 1,5 million de ventes en Europe. Donc c'est beaucoup d'argent. Hein. C'est beaucoup d'argent. Ensuite, 30% des top game charts à cause du peu de considération de la part des parents, émulation et pression sociale. Donc ça, les jeux violents, c'est 30% des jeux les plus vendus. Souvent, il y a une irresponsabilité des parents par rapport à ça, ou une non-volonté de rentrer dans ces affaires. Bon, je te l'achète et tu te tais, quoi. Bon, c'est une caricature, hein, mais c'est ce qui se passe dans la réalité concrètement. Alors, il faut rappeler que c'est quoi un jeu à la base? Voilà, c'est quoi un jeu? Un jeu, c'est jusqu'à un certain degré, il n'a pas d'objectif en soi, le jeu. Comme les enfants ils jouent, il n'y a pas de finalité dans la cour de récré, ils jouent. Et il se déroule et le résultat ne constitue en aucune manière un élément nécessaire de l'évolution du groupe. Donc là, vous aurez compris, on est à l'opposé de la mentalité des jeux vidéo. Peut-être pas tous les jeux vidéo, j'imagine, mais on est à l'opposé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec le vortex, avec ces plateformes digitales, en fait, il faut montrer, exhiber ses performances, ses capacités, ses revenus, parce qu'il y a des jeunes garçons qui gagnent des millions à 15, 16 ans parce qu'ils sont champions internationaux en ligne. Et donc, il y a vraiment un risque d'aliénation qui est en cours. Il est déjà là, hein. Mais il y a une aliénation parce qu'on en fait des vedettes internationales. Alors, on arrive vers la fin, donc je voulais faire un petit aparté. Donc voilà, sur les familles, en fait, qu'est-ce qu'on peut conclure un peu quand même? Pour les parents, moi je dirais, il ne s'agit pas seulement de contenter l'enfant. Ça n'a jamais été une clé d'éducation de contenter à tout prix un enfant. Il faut discerner. Et donc pour ça, on a des sites. Hein. On a énormément de sites qui sont spécialisés pour les parents, pour vous dire c'est quoi les jeux vidéo. Il y en a. Donc ça, les parents, il faudrait qu'ils soient au courant. Et donc, le marché propose maintenant des jeux pour les familles et les producteurs conseillent aussi les parents. Donc ça, il faut faire attention, j'imagine, mais c'est les producteurs eux-mêmes qui leur disent, voilà, votre enfant ne doit pas jouer plus d'1 heure à ce jeu. Donc il y a des conseils, même les producteurs se sont mis à mettre les hauts là pour dire attention quand même. Donc il y a un réel intérêt alors on se demande jusqu'où ça peut être sincère, mais il y a quand même les informations sur Internet. Par contre, c'est clair que la réponse des familles face à la marchandisation du temps de jeu de leurs enfants, il doit y en avoir une. Le marché, il fonctionne grâce à quoi? Grâce aux heures de jeu des enfants. Sinon, il n'y aurait pas de marché du jeu vidéo. Et donc, Internet peut drainer des millions de joueurs en ligne de façon illimitée. Cela, il faut le réfléchir, il faut le penser. C'est une machine. L'industrie des jeux vidéo, c'est une machine, c'est ultra puissant.
Ils ont réfléchi à tout. C'est comme un peu, vous allez dans les nouvelles machines quand vous allez au casino. C'est des machines pensées pour que le joueur reste le plus de temps possible. Donc, ils font gagner, perdre, mais l'objectif, c'est un robot qui te fait, qui est plus fort que ton cerveau, en gros. Donc, il te fait rester sur la machine et il te fait du coup gagner, mais il te fait perdre aussi à la fin. L'avenir des jeux vidéo. Eh bien, écoutez, l'avenir des jeux vidéo, il faut être réaliste, hein, parce qu'on est chrétien, donc réaliste. Enfin, moi, je suis chrétien, donc on est dans le réel. Eh bien, il faut dire quand même que la pratique des jeux vidéo va augmenter. Ça va augmenter encore exponentiellement, parce que c'est un marché qui est promu par énormément de publicité. Le challenge, donc, c'est de passer d'une pratique individuelle à celle acceptée dans l'espace vital de la famille. Il faut qu'on arrête de mettre des consoles dans les chambres des enfants, où ils sont isolés, on n'a pas de contrôle, et on dit, bah, d'une certaine manière, fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Certains parents qui sont fatigués, ça peut se comprendre, le soir, ils sont fatigués. Le problème, c'est aussi la télé. Mais je dirais, à la base, il y a aussi une conception de comment est-ce qu'on intègre voilà, les jeux. C'est quoi? Comment est-ce qu'on joue en famille? Il y a aussi cette question-là qui est derrière. Comment est-ce qu'on joue en famille? Est-ce qu'on joue ensemble? Est-ce que chacun fait ses jeux de son côté? Ça, c'est une question de la famille en tant que telle. Elle doit y réfléchir. Il ne s'agit pas d'être hostile, bien sûr. Hein, vous aurez compris, je vous ai quand même donné pas mal d'arguments. Mais il faut être dans le dialogue. Et il faut également être conscient des risques et en parler. Notamment, je dirais, sur la violence et notamment sur le fait d'Internet qui peut être ouvert à tous. Et enfin, famille et gaming peuvent vivre ensemble, mais non pas sans une règle, bien sûr, l'éducation. Les parents doivent utiliser le jeu vidéo dans des objectifs, je dirais, éducatifs, pédagogiques, au moins. S'ils ne peuvent pas avoir accès et contrôler tout, même dans les langages, ils peuvent au moins avoir leur droit de regard. Merci donc pour votre attention. J'ai voulu faire cette première présentation parce qu'il faut toucher aux sujets qui sont urgents de la société et les sujets qui sont, à mon avis, extrêmement graves parce qu'on n'en mesure pas encore toutes les conséquences. Et donc, à nous les adultes, de prendre notre responsabilité et de mettre nous-mêmes les barrières là où il faut. Je finirai avec une citation du pape François sur la famille. La famille, qu'est-ce qu'il dit donc la famille est le lieu où l'on apprend à aimer, le centre naturel de la vie humaine. Elle est faite de visages de personnes qui aiment, qui dialoguent, qui se sacrifient pour les autres et défendent la vie, surtout celle des plus fragiles, des plus faibles. La famille est le moteur du monde et de l'histoire. Vous voyez, la famille est tout sauf un élément qui est malléable, qu'on peut enlever, qu'on peut remettre. Non, la famille est au cœur de l'histoire. Sans les familles, il n'y a plus de société. Et une dernière phrase, ça sera de Monseigneur Boustilo, qui est passé aujourd'hui. Donc, vous voyez ce qu'il dit par rapport au virtuel, vous voyez? Intéressant. Il va appuyer sur les valeurs. L'adulte doit aider le jeune à sortir du périmètre de son monde et de son ego pour s'ouvrir à la relation et à l'altérité. C'est ça le rôle de l'adulte. Il apporte au jeune des compétences que le monde virtuel ne peut pas lui apporter. Le monde virtuel ne peut pas offrir des dimensions de l'être comme une dignité, la loyauté, la sagesse, la foi, l'intégrité, l'esprit critique, la compassion, le respect, le sens de la mesure, l'amour, le pardon. Et donc, dans ce sens-là, l'adulte est vraiment appelé à éduquer l'enfant pour son bien, pour le bien moral, pour un bien majeur et aussi un bien possible. Et il doit surtout éduquer l'enfant pour qu'il puisse lui-même s'ouvrir au monde, être dans la compréhension et l'accueil, et après, pourquoi pas, à son tour, construire la société de demain. On a besoin des enfants aujourd'hui, de pouvoir se projeter nous dans les enfants pour dire bah, le futur il est possible. Les enfants, c'est le futur. Donc en éduquant nos enfants, en favorisant leur construction comme des arbres bien plantés avec un bon tuteur pour que le tronc puisse être solide et quand il deviendra adulte, donner du fruit partout. Merci de votre attention. Merci à vous.